après l'intervention, j'avais discuté de la question du fameux dispositif anti-abus avec Olivier Rosenfeld dans le couloir. Celui-ci a entendu la veille, je crois, le ministre Le Maire annoncer qu'il n'y aurait pas de dispositif anti-abus. Bon, évidemment, avec toutes les réserves d'usage, à savoir que c'est un propos qui a été tenu lors d'un congrès, qui n'a pas été tenu devant la représentation nationale, et par conséquent que, malgré tout, le ministre peut toujours changer d'avis. En tout cas, cela laisse un certain espoir, et ça conduit quand même à se poser la question de savoir ce qu'il faudra faire si dispositif anti-abus n'est pas, il n'y a pas, et notamment de savoir s'il faut pratiquer une politique régulière de distribution plus importante que par le passé, en arbitrant rémunération, dividendes, ou alors vider la caisse tout de suite. Et j'aurais tendance à penser qu'il faut vider la caisse tout de suite, pour deux raisons. Alors une raison qui est macroéconomique, donc qui ne va pas forcément vous convaincre, c'est que si tout le monde fait ça, évidemment vous aurez des rentrées financières très importantes pour l'État, et de ce fait, le gouvernement pourra présenter son PFU comme étant un succès. Ce qui, évidemment, à la fois enracine le PFU dans le paysage fiscal et consolide la politique des pouvoirs publics, qui se disent, si ça marche bien, ne mettons pas de dispositif anti-abus dans l'avenir, parce qu'évidemment, on risque un peu de tuer la poule aux œufs d'or. Un peu exagéré, mais bon. Et comme expression. Mais deuxième argument, parce que nous ne savons rien quand même de la pérennité du dispositif. C'est-à-dire que, évidemment, on peut toujours avoir, dans les années qui viennent, avant 2022 notamment, même, alors après 2022, n'en parlons pas, là, mais ça a déjà été évoqué par l'intervenant précédent. Vous avez là, évidemment, une incertitude à tout point de vue, retour de l'ISF, taxation de l'épargne non immobilière, enfin, tout ça est évidemment possible, donc ça, je laisse ça de côté, mais de toute manière, plus on va se rapprocher de 2022, plus les pouvoirs publics, enfin, plus exactement, le gouvernement en place aura tendance à, comme il l'a fait d'ailleurs pour arriver à cette position et à écarter et la droite et la gauche, aura tendance à donner des gages d'un côté et de l'autre. Et à ce moment-là, la question du dispositif anti-abus peut évidemment revenir sur la table, comme argument purement électoral. Parce que bon, ça c'est à peu près même certain. Donc on a intérêt, je pense, dans ce cas-là, à aller assez rapidement et à distribuer, soit en 2018, une fois qu'on est assuré qu'il n'y aura pas de dispositif, soit en 2019, si on peut attendre d'ici là. Mais plutôt à vider les caisses qu'à pratiquer, ce qui n'interdira pas ultérieurement de pratiquer une politique de distribution en panachant rémunération de gérance versus distribution de dividendes. Mais il faut peut-être déjà commencer par vider toutes les sommes qui sont accumulées depuis au moins 10 ans à l'actif des sociétés IS, qu'il s'agisse de holding ou même de sociétés d'exploitation, parce qu'on voit des sociétés d'exploitation avec aussi des disponibilités très importantes. Voilà, c'était juste une remarque complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions du coup? Oui. Alors, ça c'est ma position personnelle.
et on pourra faire compléter par le professeur Régnier. En ce qui concerne la rémunération de gérance, je dirais que pour être tranquille, j'ai tendance à conseiller de prendre de toute façon toujours de la rémunération de gérance, et pour que ce soit comparable, je vous le disais, je prends les statistiques de la CARF qui ne sont pas forcément très élevées en moyenne, puisque dans les statistiques, vous avez des personnes qui travaillent à temps partiel, d'autres qui travaillent à temps complet, donc les statistiques officielles de revenus des médecins de la CARF ne sont pas très élevées en proportion. Et donc, je m'ajuste sur ces niveaux-là, et en m'ajustant sur ces niveaux-là, pardon, je ne prends pas de risque démesuré sur le plan fiscal. Maintenant, si vous exercez 2 jours par semaine, on va aussi ajuster encore votre rémunération que vous allez prendre. Donc c'est un point de référence. Pour répondre à votre question, donc il y a un minimum qu'il faut prendre, et tout ce qu'on va pouvoir prendre après en dividende éventuellement, ça va venir s'ajouter par rapport à vos réels besoins. Mais il faut qu'on ait toujours un minimum de rémunération de gérance déclarée. En plus, il y a quand même des cotisations qui sont calculées sur cette rémunération de gérance minimum, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et il y a un minimum de toute façon à ne pas, en deçà duquel il ne faut pas descendre, parce que les cotisations sont très favorables, notamment à hauteur du plafond annuel de la sécurité sociale. Les droits à la retraite que l'on acquiert, ils sont intéressants quand on cotise dans ces tranches-là. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération pour savoir quel montant de la rémunération de gérance qu'il faut prendre. Mais là encore, c'est calculé aussi au cas par cas en fonction des besoins. Ah, je suis entièrement d'accord là-dessus. Le fait d'avoir un référent, une valeur, même moyenne, même imparfaite, qui est calculé en plus par un organisme indépendant, en tout cas extérieur à des considérations fiscales, c'est quand même très important en termes en cas de contrôle fiscal, tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou sociales d'ailleurs, qui peut venir aussi. On a un argument pour dire, attendez, regardez, je suis dans la moyenne de ce que on verse en termes de rémunération de gérance. Où est le problème? Et là, vous renversez quand même la charge de la preuve. Après, c'est à l'administration de dire, oui, mais enfin, attendez, vous passez énormément de temps sur la gérance, il faut le prouver. C'est extrêmement compliqué, d'autant que où commencent les fonctions de gérant, où s'arrêtent-elles? Donc là, il y aura des discussions à n'en plus finir. Et donc, du coup, vous vous mettez vraiment à l'abri de ce point de vue-là. Oui. Moi, je conseille, dès qu'on le peut, de s'appuyer sur des références extérieures, pas forcément très complexes, et des références extérieures publiées ou rendues publiques, alors c'est encore mieux. D'autant plus que, du coup, ces références-là, vous les avez prises en compte au moment de la distribution. Donc si on est dans le contrôle fiscal, qui évidemment va se passer un trait de temps après, ça peut se passer 3 ans après, s'il faut ressortir des documents de l'époque, c'est plus compliqué, ça fait explication après coup. Là, on est au contraire sur quelque chose qui a été fixé tout simplement en fonction des normes. Je mets l'expression entre guillemets, ce ne sont pas des normes, mais en fonction d'une pratique de marché. Tout simplement en fonction d'une pratique de marché. Et ça, c'est aussi une logique économique que l'administration fiscale comprend en plus. Et ça, c'est valable que l'on soit en CELAR ou en CELAS, ça ne change rien. Oui, parce que les statistiques, en fait, elles concernent l'ensemble des cotisants auprès de la CARF, qu'on soit en nom propre, en CELAR, en CELAS. On a le niveau de rémunération moyen annuel de l'ensemble de ces professions. Et vous expliquiez que les CELAS coûtaient plus cher. Par contre, sur les CELAS, il faut distinguer en fait la fonction technique de la fonction d'administration de la société. Et sur la partie rémunération liée à l'administration de la société, en fait, quand on est président de sa CELAS, on paye des cotisations salariales et patronales qui coûtent beaucoup plus cher. Par contre, sur la partie rémunération de sa fonction technique, en tant que médecin exerçant au sein de la CELAS, on a le statut d'associé professionnel interne qui a été là aussi jugé à plusieurs reprises. Et en fait, on considère que les cotisations que l'on va payer à ce moment-là sont celles du travailleur non salarié et non pas du quasi-salarié. La CELAS, aujourd'hui, je dirais que par rapport à la CELAR, ne va pas offrir un avantage inconsidéré, bien au contraire, et je trouve que la CELAR est beaucoup plus souple que la CELAS en ce qui concerne ce point précis. Oui, donc ça ne permet pas de jouer justement sur la rémunération du président ou du gérant ou autre chose? Non, parce que sur la rémunération de président, vous allez payer plus de cotisations. D'accord. Et vous expliquiez que vous faisiez éventuellement un prorata si on travaillait à temps partiel en libéral. Justement, quand on est pour les médecins qui sont mixtes, salariés et libéraux, est-ce qu'il y a un intérêt, sachant qu'on a déjà une couverture sociale, maladie, etc. en salarié, est-ce que ça joue sur le choix justement entre CELAR et CELAS du fait d'être déjà médecin salarié par ailleurs?
Non, non, par contre, ça va jouer sur le niveau de la rémunération. Et il faut être cohérent. Si vous travaillez, comme je disais, 2 jours par semaine pour votre CELARL, il faut que la rémunération soit cohérente avec ces 2 jours, avec ce temps de travail au niveau de la CELARL. Mais on ne pourra pas non plus ne pas prendre de rémunération sur la CELARL parce que vous avez déjà d'autres revenus à côté. Oui, non, ça paraît difficile. Ce qui justifierait de ne pas prendre de rémunération, c'est la situation interne propre de la société elle-même. Donc une société qui démarre, par exemple, qui se crée, ça effectivement, c'est pas complètement absurde de ne pas prendre de rémunération. L'administration fiscale l'admet dans certaines de ses instructions. Dans ces cas-là, en matière d'ISF, elle l'admettait notamment, de ne pas prendre à ce moment-là de tenir compte du fait que la rémunération était très basse ou qu'il n'y avait pas de rémunération, parce qu'on était en cours en démarrage, ou alors qu'on traversait une période économique difficile. Oui, la première année, en fait. Oui, bon, la première année, c'est un petit peu court quand même. Je dirais les 2-3 premières années, parce que pour lancer une activité, il faut quand même un peu de temps. Après, c'est plus compliqué à justifier. C'est plus compliqué à justifier. Surtout si vous distribuez du dividende. C'est là où ça va être. La deuxième année, vous pouvez encore dire, attendez, le dividende, je ne sais pas s'il y en des résultats, je ne sais pas s'il y en aura. Donc, pour l'instant, on fait charge minimale, charge les plus faibles possible pour voir où on va. Mais après, quand on va rentrer en période de croisière, ça devient compliqué effectivement de maintenir pas une présidence, rien, et puis des dividendes qui, eux, commencent à être très très élevés. Là, on est plus à risque. Sauf alors l'hypothèse, mais qui à mon avis peut être que marginale, où on ne distribue rien du tout. C'est-à-dire que c'est une tirelire. Avec un projet, on dit, bah oui, mais moi, vous comprenez, pour mon activité, j'ai besoin de locaux, nous allons acheter des locaux, puis bête et méchant, c'est acheter un truc, quoi, voilà, pour le cabinet, pour ceci, etc. Bon, pour l'instant, donc, on ferme les robinets, parce que c'est l'objectif numéro 1. Seulement, il y a un moment où il faut passer à l'acte. Et il y a une proportion acceptable de répartition entre dividendes et rémunération de gérance ou pas? C'est au cas par cas? Autrement dit, je sais pas, moitié-moitié, un tiers, deux tiers, 4/5, 1/5. Il y a un prorata accepté ou acceptable par l'administration fiscale ou pas? À ma connaissance, je n'ai rien vu dans la doctrine administrative. Là, je pense où j'aurais tendance à dire, dès lors qu'on a fixé la rémunération de gérance à un niveau cohérent, après, la fraction des dividendes va être fonction des résultats de la société et de ses propres besoins. Donc ça va venir en complément pour ses propres besoins. Mais je ne pense pas qu'on puisse fixer une règle, justement, moitié-moitié ou un tiers, deux tiers. C'est la rémunération de gérance que l'on fixe, qui est incontournable. Et après, si on a eu plus de besoins, on vient compléter par des dividendes. Pour rebondir par rapport à ces pratiques usuelles normatives un peu de l'évaluation du rachat de la patientèle, est-ce qu'il est soumis également à des moyennes connues et est-ce qu'il peut être remis en cause par le fisc? Et en quoi cela peut-il être un objet de remise en cause du montage de la société? On est dans l'hypothèse où je vends ma clientèle à une selle, en fait. Bon. À partir de quel niveau le fisc peut estimer qu'il y a surévaluation et machine à cash? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Le risque, il est là. Oui. Le risque, il est là. Et le risque plus théoriquement, le risque plus techniquement parlant, c'est un abus de droit parce qu'on élude l'IR futur. C'est-à-dire qu'au lieu de procéder à ou le PFU, si on y a droit, mais au lieu de distribuer des sommes importantes, on va se payer le prix, quoi. On va
qui a été porté au crédit du compte courant d'associé, puis on va se rémunérer du compte courant au lieu de faire des distributions. C'est ça le vrai risque, hein, qui peut être sérieux. Je ne l'ai jamais vu, parce que c'est quand même compliqué pour l'administration. Mais il existe au moins potentiellement parlant. Après, moi, sur un montage comme ça, on sait qu'il faut une évaluation à dire d'experts. Hein. On retient, nous, en fait, les évaluations, alors les statistiques des agences de gestion agréées qui nous donnent, en fait, les dernières ventes, et ainsi que les statistiques d'Interfimo, qui est la filiale de financement du Crédit Lyonnais. Et donc, en moyenne, en fait, quand on fait des ventes à soi-même, on est à entre 50 et 120% du chiffre d'affaires annuel. Ce sont les statistiques officielles, officielles des ventes, en fait, des sessions. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence importante entre la vente à soi-même et la vente à une tierce personne. Et c'est vrai que quand on vend à une tierce personne, finalement, on vend très peu cher. Et quand on se vend à soi-même, on a tendance à se vendre beaucoup plus cher. Donc, nous, on fait ni plus ni moins que prendre les statistiques pour être, là encore, en conformité, avoir des arguments à sortir le moment venu s'il y a une demande. Pourquoi est-ce qu'on a retenu 70, 80, 100%? C'est parce qu'on avait ces statistiques en fonction du niveau de recette, en fonction de l'activité, et finalement on a des arguments à sortir à ce moment-là. Autre point, il y a l'arrêt Bourdon de 2011 qui a considéré qu'une vente à soi-même n'était pas constitutive d'un abus de droit dès lors qu'il y avait un financement bancaire qui a été mis en place. Et ce financement bancaire, il est essentiel puisqu'il permet de montrer un effet de levier financier à l'opération. Et dès lors qu'on a un financement bancaire, l'opération n'est pas faite uniquement dans un but exclusivement fiscal. Et le exclusivement fiscal est très important dans les explications de l'arrêt Bourdon. Donc faire une vente à soi-même à un montant très élevé et financé à 100% en compte courant d'associé, c'est une opération que je ne ferai pas. Financer avec un financement bancaire où on emprunte à 1% et la trésorerie ensuite, la celle qui va acheter un fonds va avoir un taux de rendement sur son fonds. Les fonds propres qu'elle va investir dans l'opération vont être rémunérés à 10-15%. Donc elle va emprunter à 1% auprès de la banque pour faire une opération qui va lui rapporter du 10% derrière. Donc il y a un effet de levier financier qui provient du crédit. Et donc pour la CEL, ce n'est pas un acte anormal de gestion. Pour soi, dès lors qu'on continue à prendre une rémunération de gérance ensuite et que l'on continue à prendre et à payer des impôts, ce qu'il ne faudrait pas, ce serait d'arrêter purement et simplement de prendre des revenus ensuite après le passage en CEL. Donc il y a tout un ensemble de précautions à prendre. Et si on est raisonnable par rapport à ces précautions-là, je n'ai jamais vu de remise en cause de ces opérations. Non. Et ça me semble difficile à prouver au niveau de l'administration fiscale. Non, oui. Non, oui, moi je confirme, je vois pas mais voilà, mais de toute façon, fondamentalement, il faut un argument déjà pour expliquer le passage en société. Alors, soit on fait rentrer quelqu'un, là, c'est une sorte de vente partielle en réalité. Voilà, on est dans un schéma qui est donc vente partiellement à un tiers, avec maintien du professionnel dans l'exploitation de la clientèle. Donc, ce qui n'est pas absurde, surtout si ensuite ça se traduit par une cession complète du capital. Il me semble qu'on est sur un schéma extrêmement, extrêmement vraiment parfait. Enfin, si vous voulez, peu discutable par l'administration. Hein. Si on n'est pas dans cette optique-là, évidemment, si on passe tout seul en société, c'est sûr que là, l'effet de levier financier qui va donc permettre d'exclure l'abus de droit en disant bien, mais attendez, vous voyez bien que je n'ai pas fait ça, en tout cas pas exclusivement pour des raisons fiscales. Là, ça va jouer effectivement. Hein. Mais moi, je vois que ces deux hypothèses-là, en fait. Hein. Soit on accueille un tiers, et donc vous êtes en réalité presque dans une vente à quelqu'un d'autre, mais avec un maintien dans le capital de vous-même. Bon, c'est une situation qui est très, très, très logique. On fait une société, c'est fait pour s'associer avec quelqu'un, normalement, enfin, dans de très nombreux cas. Donc on est vraiment et là, du coup, on a plus de coups des franches. Si j'ai pas de financement bancaire, parce que la banque est réticente en disant oui, mais là, je vous connais bien, mais je connais pas l'autre, je ne sais pas trop où vous allez, c'est moins gênant, parce que vous pouvez dire oui, mais de toute façon, je fais rentrer quelqu'un, qui lui-même, normalement, doit apporter des billes. Bon, et alors vous allez me dire, mais enfin, il y a un autre argument auquel l'administration n'est pas forcément sensible,
c'est que si on choisit la mise en société classique, c'est-à-dire je fais un apport, la plus-value est placée en report d'imposition, il y a quand même un argument dont il faut tenir compte, c'est qu'on va se retrouver avec une dette à l'égard de l'administration fiscale qui risque de tout le temps augmenter, qui n'est plus attaquée aujourd'hui par la dévaluation, par l'érosion monétaire, parce qu'il n'y en a plus, et qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir finir par payer. Donc, et alors qu'il n'existe, en dehors du cas du départ à la retraite, et encore, à condition de remplir les conditions, mais lui est maintenu, hein, ce dispositif-là, il est lié aux plus-values professionnelles. Vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément pertinente. Bon. On peut aussi se faire aider de sa banque, hein, pour ça, hein, en disant que la banque pose des conditions financières. Hein. Je l'ai fait. J'ai vu des cas le faire. Hein. On a un mail du banquier qui dit non, là, non, ça ne va pas. Là, on ne va pas pouvoir vous accorder notamment le découvert en compte que vous demandez parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et, voilà. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait se rencontrer. Il faut bien préparer son dossier. Si vraiment vous êtes dans une position où vous dites quand même là, au pire, vous pouvez faire une évaluation de la valeur de la clientèle par un expert comptable. Hein, ou un expert financier. Hein. Donc alors là, il vous fait un rapport comme ça, et puis après, là, l'administration cale, parce que ça devient très très compliqué pour elle. À ce moment-là, le jeu en vaut plus la chandelle, il faut passer trop d'heures sur le dossier par rapport à ce qu'on veut en tirer. Et si du coup le contrôle fiscal échoue, ou s'il ne va pas loin, tout ce qui est URSSAF et autres derrière vont pas insister non plus, parce que c'est quand même l'avant-garde, c'est une avant-garde fiscale. Donc voilà. Mais bon, voilà, un peu. Enfin, je sais pas j'avais d'autres remarques là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est une remarque, je crois, très pertinente. Bon ben voilà, je vends à moi-même, je vends plus cher, parce que étant aussi côté vendeur, j'assure la pérennité de l'exploitation. C'est ça qui justifie que ça soit vendu plus cher qu'à un tiers. Quand je vends à un tiers comme ça, tout est possible, hein, tous les risques sont possibles. C'est-à-dire que il y a cet élément-là, c'est que le tiers peut saboter la clientèle, littéralement. Et il y a un aléa. Alors, dans les professions libérales, c'est même consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe de libre choix du praticien par le client. Vous avez un aléa tel que on comprend qu'il y a une décote, indépendamment du fait que de toute façon certaines clientèles sont invendables ou très difficiles à vendre dans la pratique, mais pour des raisons liées à des numerus clausus ou autres. Mais indépendamment de ça, il y a aussi cet argument, évidemment, si je suis dans la société, je vends plus cher, je vais maintenir le montage est vertueux, c'est le terme que je cherchais. Le montage est bien présenté, il est vertueux. J'assure la pérennité. Et en même temps, je me détache aussi, au moins partiellement, de la clientèle, parce que j'insère une structure d'exercice, ce n'est pas tout à fait moi, quand même, et même si le client ne se rend pas forcément compte, ce n'est pas tout à fait moi, et donc le jour où je céderai, peut-être définitivement, donc je prendrai ma retraite ou autre, etc., j'aurai une option. Je cède la clientèle si c'est plus facile à vendre, je cède la structure si c'est plus facile à vendre. Et tout ça sont des arguments économiques, hein, ce ne sont pas des arguments fiscaux. Donc non, c'est compliqué. Et puis, alors, faut pas, voilà, le problème c'est celui qui fait exploser le prix. C'est ça, alors ça va pas, ça. Pour vous dire, je l'ai vu ce problème-là une fois dans un dossier. Une fois, c'était un cas où j'étais intervenu après coup. Contrôle fiscal, ce n'était pas un schéma comme ça, c'était une société beaucoup plus importante, avec une holding. Et ils avaient constitué une holding avant de faire rentrer des gens, pour restructurer un peu le familial, l'appartenance familiale. Et le client, le contrôleur, extrêmement intelligent, remarquable, a dit, mais attendez, ça vous pouvez le faire sans la holding à l'IS.
Donc là, vous êtes en train de m'éluder l'IR. Il y en avait pour 2 à 3 millions de redressement. Et le pire, c'est que le dossier avait été préparé par un avocat, et l'avocat qui a été ravagé par ce qui s'est passé, puisque c'était une grosse boîte en plus, localement parlant, n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Il m'a dit, mais j'ai motivé. Mais je lui ai dit, oui, vous avez motivé, mais vous avez motivé la restructuration, mais pas le recours à la structure IS, à la holding IS, qui était une super holding, enfin une holding au-dessus, vous voyez, une holding familiale. Et en fait, on a poussé, l'inspecteur a abandonné la rectification, parce qu'on a dit, mais attendez, mais c'est dommage, ça a été fait après coup, c'est toujours plus faible. On a dit, mais attendez, si on ne fait pas ça avant de donner, c'est un argument tout bête. Vous avez un investisseur, vous avez des financiers qui sont rentrés dans la structure, ça veut dire que l'un des enfants, je crois qu'il y avait 2 enfants de lits différents, l'un des enfants peut s'allier avec le financier et bouleverser complètement la gouvernance de la structure transmise. Ça quand même... et là, ils ont lâché. Là, ils ont lâché. Mais on n'aurait pas eu ce problème si on avait tout bien exposé avant. Donc, mais ça montre qu'effectivement, voilà, j'ai eu ce cas. J'ai eu ce cas. Et ce n'était pas sur des questions d'évaluation. C'était sur l'interposition d'une structure IS. On dit, mais là, vous écartez l'IR. Et on a dit, on prend une structure IS parce que c'est une société à risque limité. On ne va quand même pas vous prendre une SNC pour vous faire plaisir. Et 2, parce que sinon, on ne bloque pas la majorité au sein d'une holding. Ce qui était un argument tout bête, mais qui n'a pas été mis en avant. Question dans le cas de rachat par la SEL de la clientèle avec un emprunt bancaire, est-ce que le fait d'avoir un associé unique remet la déductibilité des intérêts payés sur le prêt en cause? On peut la remettre? Oh, non. Qu'il y en ait un ou plusieurs, pas à mon sens. Non, pour moi, ça... Évidemment, ça rend... Non, pas... Non, surtout qu'on a toujours un effet de levier, hein. Non, honnêtement, ça, c'est indifférent. Je ne vois pas le... Ce qu'il y a, c'est... On en revient toujours au même, hein. Évidemment, quand je suis tout seul et que je me rachète à moi-même via une structure IS, c'est un petit peu plus tendu. Disons, il y a plus de précautions à prendre que si c'est une structure dans laquelle je fais rentrer quelqu'un. Ne serait-ce que des membres de ma famille, peu importe. Mais au moins qu'il y a d'autres personnes qui rentrent, quoi. Donc, par hypothèse, qui ont des intérêts potentiellement divergents, à partir desquels... Et si vous faites rentrer d'autres personnes, est-ce que ça doit forcément être des personnes de profession médicale? Ça peut être un investisseur. Au capital d'une SEL. Sous réserve, sous réserve, voilà. Je pense si on est sur une SEL de médecins, pharmaciens, etc. Mais celle de médecins, on peut ouvrir à 25% à des tierces personnes. Ils ne sont pas forcément des personnes de profession médicale. Par contre, un pharmacien, par exemple, ne peut pas rentrer au capital d'une SEL. Donc il y a des réserves et il y a des précautions à prendre. D'accord, merci. Il y a intérêt, par exemple, à faire rentrer les enfants dans le cas d'une SEL quand on passe de BNC à SEL pour anticiper sur les montages que vous avez montés tout à l'heure. Moi, je préfère faire rentrer les enfants dans la holding qui elle-même est associée de la SEL, en fait, plutôt que de faire rentrer directement les enfants dans la SEL. Parce que la SEL, à la fin, peut-être qu'on va vouloir la revendre. Peut-être que la SEL, au contraire, on va faire une fusion avec la holding. Donc, il faut que les enfants rentrent dans la holding, mais ils n'ont pas grand-chose à faire au sein même du capital de la SEL. Ou alors, ça veut dire qu'après coup, vous allez faire une holding. Alors, il y aura des apports et il y aura, si elle n'existe pas déjà... Donc la SEL sera unipersonnelle au point de départ. Elle aura 2 associés, le médecin et la société holding. Alors, au départ, on l'a créée, on l'a constituée avec une SEL unipersonnelle et ensuite on fait rentrer la holding au capital de la SEL. Et vis-à-vis des associés dans un cabinet où, par exemple, en règle générale, ils demandent s'il y a un nouvel associé qui arrive 6 mois ou 1 an ou 2 ans à l'essai, entre guillemets, du coup, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que les associés pour accepter, les associés d'un cabinet médical, Oui. Enfin les collègues, pour accepter effectivement qu'on passe de BNC à SEL unipersonnel, puisque ça ne change rien pour eux, c'est toujours leur même confrère. Oui. Par contre, pour être méfiant envers une SEL où il pourrait y avoir d'autres associés non identifiés au point de départ. Oui, mais en fait, les associés ne pourront pas être majoritaires dans votre SEL.
Donc ils n'auront qu'un rôle minoritaire. Alors Passif. 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 Non, on n'a jamais eu ce problème-là. On pourrait mettre des garde-fous, mais Parce que vos associés, en fait, ils seront associés avec vous au sein d'une SCM. Éventuellement, si vous voulez avoir un collaborateur, il peut être collaborateur de votre selle. Vous pouvez avoir un associé professionnel qui rentre au capital de votre selle au départ. Non, on n'a jamais été confronté à de soucis particuliers à ce niveau-là vis-à-vis des autres associés qui pourraient exercer la même profession que vous. Je crois qu'il y avait une autre question. éventuellement un pacte d'actionnaires, au pire des cas, Ouais. qui soumettrait à une sorte d'agrément conventionnel l'entrée des associés dans la structure en question. Il faudrait vraiment que ça soit très tendu, quoi, déjà. Sinon, Moi, j'ai une question qui va peut-être paraître complètement hors sujet. Vous me le dites tout de suite. Mais actuellement, pour placer de la trésorerie court terme, qu'est-ce que vous conseillez? Alors là, on est complètement... Ouais. moi, je trouve que c'est une très très bonne question. La trésorerie à court terme, donc ça va être la trésorerie qu'on va conserver au sein d'une selle ou d'une société holding. On a vu hier soir, alors vous n'étiez pas là, docteur Le Sort, une intervention d'une société de gestion qui nous a parlé des obligations à court terme. Ce sont des obligations d'entreprise qui vont rapporter à peu près 3% au taux de rendement actuariel avec une duration, c'est-à-dire une date d'échéance qui va être dans les 3 prochaines années. Donc avec un niveau de risque de défaut, de faillite relativement limité. Et ce type de produit va rapporter entre 2-3% à peu près sur un horizon de placement de 3 ans. Ensuite, de la trésorerie à plus court terme, laissez-la sur votre compte bancaire, il n'y a quasiment rien à faire. Les certificats de dépôt, SICAV monétaire, etc., tout ça on oublie. Donc aujourd'hui, ça n'apporte quasiment rien. Donc nous, on intervient uniquement à partir d'un horizon de placement de 3 à 5 ans et au-delà de cette durée-là éventuellement. J'ai pas trop compris ce que signifiait l'amortissement d'un bien immobilier au sein d'une holding. Qui Par appartient à une rapport à holding. la fiscalité IS. Voilà, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'un bien immobilier se déprécie dans le temps et comptablement et fiscalement, il faut que l'on constate tous les ans la dépréciation de ce bien immobilier. Et donc on va l'amortir et on pratique la méthode de l'amortissement par composant. C'est-à-dire que le foncier, par exemple le terrain, ne s'amortit pas. Le gros œuvre va s'amortir sur 30 ans, l'électricité va s'amortir sur 10 ans. En fait, c'est la durée de vie théorique, la durée d'usage théorique de ces différents composants à l'intérieur du bien immobilier. Et fiscalement parlant, quand on est dans les règles de l'IS, on prend en considération cet amortissement justement. Donc ça va être une charge qui va venir en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Alors que lorsqu'on est à l'impôt sur le revenu, on ne prend pas en considération cet amortissement, à l'exception de dispositifs de défiscalisation, Robien, Borloo, etc. On pouvait amortir le bien, mais en dehors de ces cas un peu particuliers, sur un bien immobilier en direct, on n'amortit pas le bien. Et donc, la base imposable à l'impôt sur le revenu est toujours plus importante que la base imposable à l'impôt sur les sociétés. Ça répond à votre question ou pas, docteur? Non? Dans certaines précautions, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. L'exonération de l'impôt sur la plus-value à la fin, éventuellement. Ça dépend aussi de la durée. Ça dépend de la durée envisagée de conservation du bien. Sur très longue période, l'IS sera plus favorable que l'IR, parce qu'on va moins payer d'impôts tous les ans sur les revenus, et même si on a un rattrapage à la sortie sur la plus-value, on aura économisé plus sur les revenus que sur l'impôt sur la plus-value. Alors qu'à l'inverse, si sur une courte période, ça n'a pas de sens, et ça va aussi nous laisser sur une longue période la possibilité éventuellement d'envisager des opérations de démembrement et de ressortir la nue propriété soit du bien, soit des parts de SCI pour se remettre dans la fiscalité de l'impôt sur le revenu des particuliers au moment de la revente et éviter ce rattrapage fiscal au titre de l'impôt sur la plus-value. Donc
Ce que je dis moi à mes clients, c'est une société civile IR qui détient un bien immobilier, il faut la laisser à l'IR. Éventuellement, il faut la faire chapeauter par une société IS, mais il ne faut pas opter de toute façon au niveau de la SCI à l'IS, parce que là, c'est irrévocable et on va se faire rattraper au niveau de la fiscalité sur la plus-value. Donc, on peut éventuellement avoir l'avantage de l'IS sur les revenus en ayant une société holding à l'IS et éviter le rattrapage sur la plus-value si on a ressorti entre-temps la nue propriété des parts de la SCI. Donc ça, ce sont des opérations qui peuvent avoir des frottements fiscaux au passage, hein, quand on va distribuer la nue pro des parts de la SCI en nature, mais tout se calcule au cas par cas, ça dépend encore une fois aussi de la durée envisagée de conservation du bien dans son propre patrimoine. Est-ce qu'il y a un régime différent pour, dans le cadre des LLP par exemple? Oui, soit le loueur en meublé professionnel est exonéré d'impôt sur la plus-value, le loueur en meublé non professionnel n'est pas exonéré d'impôt sur la plus-value, et donc la fiscalité de l'impôt sur le revenu est plus intéressante lorsqu'on est loueur en meublé que sur les revenus fonciers en fait. Non, non, là, pour l'instant, c'est vrai que ça, c'est un bon compromis. La SCI semi-transparente et puis au-dessus, le cas échéant, une structure IS. Tout ça ne se pose que pour des biens locatifs quand même, hein, parce que le reste, bon, franchement, non. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt. Pour des biens locatifs, c'est vrai que vraiment aujourd'hui, la question peut se poser. Il est certain que la fiscalité immobilière n'aura sans doute aucun. Ce qui va. Bon, vous savez que le dernier Conseil des prélèvements obligatoires a suggéré qu'on remplace les abattements sur en fonction de la durée de détention de l'immeuble dans le régime des plus-values des particuliers par un coefficient d'érosion monétaire. Si tel était le cas, là, je crois que la question ne se poserait plus, quoi. Voilà. Là, je crois que la question ne se poserait plus. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'avec le... C'est pas voté, hein, loin de là. Hein. Et le CPO est connu pour des positions parfois un peu iconoclastes. Hein. Oui. 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 Alors, les banques quand même ont bien compris, leurs intérêts et quand même essayent de créer des structures ou des cellules dédiées pour les professions libérales et bon, pas toutes, hein, pour justement à la fois capter cette clientèle et puis avoir des réponses pertinentes, quoi, ce qui jusqu'ici n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, je ne citerai pas de nom, mais je connais un groupe bancaire qui vient de créer carrément une agence pour les professions libérales, carrément. Bon. Et où donc la répartition classique, vous savez, entre les conseillers, il y a le conseiller pro pour la société, puis le conseiller personnel. Ben, en fait, vous n'avez plus qu'un seul conseiller qui chapeaute tout. Voilà, bon. Donc en tout cas, il y a des choses qui évoluent. Hein, et l'offre bancaire, ou la réponse bancaire plutôt, normalement devrait être plus pertinente à l'avenir. Enfin, je sais pas, c'est aussi le rôle de la personne qui vous conseille de préparer son dossier en amont. Là, on a eu l'occasion d'en faire un pour un dossier actuel d'acquisition immobilière. On a préparé tout un dossier juridique fiscal en détaillant le 238 bis K du CGI qui justement explique la transparence des SCI et le banquier a compris comment ça fonctionnait et maintenant perçoit l'intérêt d'avoir la société holding au-dessus de la SCI. J'ai la chance au sein du cabinet d'avoir avec moi Agathe qui maîtrise aussi bien le côté juridique que fiscal et quand on remet un pavé de plusieurs pages qui explique tout le fonctionnement, qui sont du coup les opérations sont argumentées et documentées, les choses se passent plutôt bien avec les banquiers. Ouais. Ils sont ouverts, mais ils n'ont pas toujours les. Ça, c'est l'intérêt d'avoir quelqu'un qui explique en fait, hein, qui fait passer le message. Ça peut pas être vous. Parce que vous êtes le client déjà. Et donc déjà, bon, ok, mais c'est quand même le client. Donc, bon, je sais qu'il veut de l'argent de la banque. Et puis le banquier, quoi, qui lui, bon voilà.
Bon, de toute façon, le fait que les compétences, qu'on ait une montée en gamme, ça ne peut que faciliter les montages ensuite. Je fais un petit renseignement, s'il vous plaît. Par rapport à un montage éventuel, est-ce qu'il est possible de démembrer une holding sur laquelle donc on démembre avec nos enfants? Une fois que le démembrement est fait, je transfère entre guillemets les liquidités de mon entreprise dans ma holding. Et éventuellement, après, une fois un peu plus tard, je vends mon entreprise qui va rentrer dans la holding. Comment ça se passe? Une fois que le démembrement a été fait sur les parts sociales, en fait, c'est la société qui est en dessous qui fait une distribution de dividendes, donc c'est pas la holding qui est modifiée. La holding est associée de la société en dessous, hein, c'est bien votre schéma, je crois. Oui. Donc les liquidités de la SARL remontent en distribution de dividendes à la société holding. Qu'on ait fait une distribution ou non, et qu'on ait fait rentrer les enfants en démembrement dans les parts de la holding, ça n'a pas de conséquences. Et si ensuite la holding revend les parts de la SARL, là encore, il n'y a pas de conséquences directes parce que c'est une décision du gérant, éventuellement confirmée par l'assemblée de la société holding, mais qu'il y ait un démembrement sur les parts sociales ou non, finalement, ça ne rentre pas dans l'analyse. D'accord, mais ça veut dire qu'une partie du patrimoine sera intégralement à l'acquis à l'enfant sans droit de succession. Du coup, oui, puisqu'en bien fait, ça. c'est l'augmentation de la valeur des parts de la société holding qui a déjà été en amont, qui ont déjà été transmises aux enfants en amont, oui. Quelle durée on doit garder entre chaque intervention? Pour éviter que ça j'en vois prenne pas, le suspect. Ouais, non, ça... Non, il n'y a pas de suspicion. Il y a même eu, alors c'est pas tout à fait le même schéma, mais on a des opérations de donation avant cession qui ont été validées dès lors que la donation est bien faite avant cession, mais il n'y a pas de notion de délai minimum à respecter. Non. Voilà, là vous avez fait la donation, ensuite la société holding s'est enrichie. On va prendre des exemples simples. On rentre dans une holding qui a 400 000 euros, Hum. sur laquelle je distribue sur 400 000 euros. On va reverser environ 1 million d'euros d'espèces qui vont rentrer dans la holding. Et je vends une entreprise derrière environ de 4 millions d'euros. Oui, mais en fait la société holding aujourd'hui est déjà associée de la SARL. 100% de la SARL. Donc Oui. ça ne peut pas valoir 400 000 euros si vous faites remonter 1 million d'euros d'espèces. Enfin, moi, actuellement, oui, c'est vrai, elle est évaluée à 3,8 millions. Voilà, ça ne peut pas valoir 400 000 euros, donc la valeur est déjà existante. Donc si vous faites D'accord. rentrer les enfants, ce ne sera pas sur 400 000 euros, mais sur 3 millions et quelques. OK. Et ensuite, et tous les espèces qu'on rentre dedans? Pas de souci. Tous les gains futurs, vous voulez dire en fait? C'est ça. Oui, Ce qui arrive de la SARL, qui va rentrer dans la holding. c'est dans la valorisation. En fait, dans la valeur des parts de la holding, on va valoriser combien vaut la SARL, et la SARL est valorisée en fonction de sa capacité à dégager des bénéfices futurs. La valeur d'une société, des parts d'une société, c'est ni plus ni moins que l'actualisation de ses bénéfices futurs. Donc il faut que la valeur retenue de la SARL qui va valoriser les parts de la holding soit cohérente. D'accord. Soit cohérente. Et donc si on valorise justement 500 000 euros une société qui est en capacité de dégager 500 000 euros de bénéfices tous les ans, on va nous dire qu'on a sous-valorisé les parts de la société holding au moment de la donation. On devrait être un coefficient plus élevé. Après, ça dépend de l'activité, du métier. Il y a aussi ces éléments-là qui jouent. Hein. Comme pour toute évaluation d'entreprise, son ancienneté, le marché sur lequel elle opère, le grand classique, quoi. Par contre, pour les enfants, s'ils rentrent sur une valorisation à 500 000 euros et que pendant 10 ans, on fait remonter des bénéfices, eux auront quand même une imposition sur la plus-value le jour où eux-mêmes voudront ressortir de la société holding. C'est-à-dire que vous allez en fait transmettre aujourd'hui pour des valeurs faibles, mais pour autant, il restera quand même toujours à un moment donné une plus-value sur la tête des enfants cette fois-ci, le jour où eux voudront ressortir de la société holding. Alors après, la question, c'est de savoir ce qu'eux-mêmes vont faire, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'eux-mêmes vont transmettre est-ce que cette structure qui est devenue une tirelire quasiment, ou qui va le devenir, est-ce qu'ils vont la transmettre est-ce qu'ils vont, oui, la céder, la liquider, s'en servir pour d'autres activités? Enfin là, tout est un peu là, c'est ouvert, quoi. C'est ouvert. L'intérêt, c'est simplement que vous avez un curseur dans la holding, dès lors que les parts ou les actions sont démembrées. Alors, je distribue, ça va chez un tel, je mets en réserve. En gros, ça va chez les enfants, quoi. Ça reste dans la société et au final, ça ira aux enfants. Ouais. C'est tact. Enfin, voilà. C'est un curseur assez simple qu'on peut rendre plus sophistiqué. D'ailleurs, hein, il y a des arrêts qui l'illustrent. Bon, après, il faut pas. Là où ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est
enfin, c'est pas vraiment un montage, mais des opérations du type je distribue, non, je mets en réserve. Donc ça donc ça ira normalement chez les enfants au final, hein, ça profite, on va dire, ça profitera aux enfants. Puis l'exercice suivant, les réserves qui viennent d'être constituées, crac, je les distribue, et à ce moment-là, je constate un quasi-usufruit au profit des parents usufruitiers. Voilà, c'est un peu bon, c'est un peu chaud, c'est un peu agressif, parce que là, on va vous dire. C'est peut-être là que votre question sur le delta, le temps écoulé entre les deux opérations, là on va vous dire, mais enfin quand même, pourquoi vous faites ça bon. Mais parmi les arrêts qui ont consacré ces solutions, hein, qui sont des arrêts de la Cour de cassation, vous en avez un, non publié d'ailleurs, dans lequel c'est ce qu'ils ont fait. Paf. Et bon, la Cour de cassation a débouté l'administration fiscale. Voilà. Donc, bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou... Ça va, c'est bon? Oui. Bon, bah, écoutez, merci encore à tout le monde pour votre présence.